Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de cette heure dédiée à cette troisième journée de Champions Cup et la victoire il y a quelques instants du Leinster sur la pelouse de La Rochelle. On va en parler dans quelques instants, dans quelques minutes avec vous au 0826 300 300. Jean-Pierre Elissalde, l'ancien joueur et entraîneur du Stade Rochelais, sera notre invité dans quelques minutes. Mon accueil sur Sud Radio, David Gérard. Salut David. Salut à tous. Salut David. Comment ça va? Salut les garçons. Ça va un petit peu en état d'urgence. On est en stage à Souston avec l'équipe de Roumanie. Donc du matin au soir, on est très actifs. Oui, effectivement. Et comment ça se passe avec la Roumanie du côté des Landes? Écoute, ça se passe très bien. On a fait un entraînement dirigé contre Mont-de-Marsan la semaine dernière. Bon, ça les a pas trop aidés à faire un gros match à Nevers. Non. Vous les avez flingués et du coup ils ont perdu à Nevers. C'est de votre faute. Et demain, on s'entraîne face à Biarritz. Ah. Vous jouez que contre des équipes qui sont en grande forme apparemment, puisque Biarritz aussi Biarritz s'est incliné face à Soyon-Goulême. Tiens, on va parler un peu de Pro D2. On accueille sur Sud Radio Philippe de Grenoble. Salut Philippe. Salut Alexandre, salut à tous. Ah, lui son équipe est un peu plus en forme. La Pro D2, ça te parle toi Philippe? Supporter grenoblois en tête de 10 points au classement. Ouais, on est plutôt bien placé. C'est bien parti en tout cas pour le FCG cette année. Alors on va raison garder parce que rien n'est encore fait et puis on sait que la Pro D2 c'est extrêmement difficile. Mais en tout cas ouais, c'est bien parti. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal parti, effectivement. J'en ai bien l'impression pour cette équipe de Grenoble. Alors on va revenir un petit peu sur cette troisième journée de Champions Cup. Déjà, on va rappeler tous les résultats de cette troisième journée, Clément Combe, avec un bon ratio pour les clubs français malgré tout. Est-ce que ce serait pas la seule défaite pour l'instant d'un club français? Le Racing est français. Ah bon? Je croyais que c'était un club anglais, autant pour moi. Non, on va pas dire de bêtises. Le Racing, c'était en ouverture de cette troisième. C'était en ouverture de cette troisième journée de Champions Cup. S'est incliné en Écosse face à Glasgow 29-19. Victoire à l'extérieur de Bordeaux-Bègles 69-17 face à Exeter. Du Stade Toulousain sur la pelouse des Sharks d'Urban 20-8. Deux succès à domicile et bonifiés du Stade Français face à Northampton 45-35. Du Castres Olympique face aux Bulls 49-10. Et donc courte défaite à l'instant de La Rochelle face au Leinster 16-14, sans oublier le succès bonifié et la qualification au 8e de finale du RC Toulon, tout simplement 33-21 face aux Harlequins. Quel est le résultat qui vous a le plus marqué? On développera La Rochelle dans quelques instants. Quel est le résultat qui vous a le plus marqué, vous David et Philippe? David, je commence par toi. Philippe David. Castres. Moi c'est Castres. Oh, bah alors là, attends, celle-là, je m'y attendais pas. Je vais tout vous dire, j'avais pas prévu de parler de Castres aujourd'hui. Voilà. Mais ça, c'est non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais si, c'est vrai. Mais non, parce que Quentin m'avait dit, on a intérêt de parler de Castres. On savait même pas qu'on jouait la Champions Cup et on gagne. Non, mais écoutez, je crois que c'est la première année, si je me trompe pas, et Quentin va me le dire, que Castres aligne la meilleure équipe pour jouer la Coupe d'Europe. D'habitude, ils font des impasses, ils font tourner, tu vois, c'est pas la priorité. Cette année, je crois qu'il n'y a pas un match où ils n'ont pas aligné la meilleure équipe. Il y a une autre année où à chaque fois ça se jouait pas grand chose. Ouais, l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être il y a 2 ans, où à chaque fois tu perds d'un point en fin de match sur des situations qui laissent amères, on va dire. Et cette année-là, ça avait joué. Mais sinon, ouais, Castres avait pas un effectif fait pour jouer sur les deux tableaux. Ce que regrettait notamment Julien Dumort. Et tu vois Mathieu Babillot en conférence de presse. Ah bon, on peut en parler. Mathieu Babillot à la fin de la rencontre, il dit ça fait des années que je joue pour le Castres Olympique. On nous dit toujours qu'on joue jamais la compétition, qu'on la galvaude. Mais bon, on la galvaudait pas pendant le Covid. On avait on s'était fait avoir. Ah ouais, non, donc ça avait. Là, tu me fais mal là. J'ai le cœur qui saigne quand j'entends ça. C'est vrai que ça avait été assez terrible pendant le Covid. Ah ouais, tu t'étais fait éliminer alors que t'étais la seule équipe qui avait joué. Qui avait joué 4 matchs, ouais. C'est vrai que c'est dingue. Tu t'es fait éliminer parce que t'as joué 4 matchs. C'est terrible. Non, mais c'est vrai que c'était complètement fou. Et au final, le Castres Olympique est bien présent. Donc, toi, tu veux parler du Castres Olympique et de Rémi Baget, donc David, pardon. Quel homme. Ben oui, parce que écoute, c'est vrai que Bielbiarré en ce moment c'est le summum, hein. C'est pour moi pas le meilleur ailier du monde, mais pas loin. En tout cas, c'est une pépite. Mais on a d'autres ailiers dans le championnat français, des garçons qui ont du talent, qui sont très différents parce qu'il est très différent le Bielbiarré. Mais le petit Baget, on n'en parle pas assez souvent. Mais quand on voit la qualité du joueur, ça mériterait à mon avis qu'un jour on y jette un coup d'œil un peu plus haut, tu vois.
Triplé hier. Ouais, non, mais pourquoi pas. Triplé hier. Pourquoi pas, effectivement. C'est un garçon 3 essais marqués. Mais très bon. Ouais, Philippe de Grenoble, est-ce qu'il y a une rencontre que tu veux mettre en lumière, toi ? Ouais, je vais retenir la victoire des Toulonnais parce que je trouve que les Toulonnais ils sont sérieux, ils sont là, ils sont en tête de leur poule, trois victoires d'affilée, et puis on a un Baptiste Serin qui est toujours à la baguette et qui continue à être un filou comme il sait bien le faire avec ce petit essai là qu'il a marqué avec sa fin de passe, la fin de la moustache comme on peut l'appeler aussi, je crois de temps en temps. Ouais. C'est une belle équipe de Toulon sérieuse avec un collectif quoi. Il n'y a pas un joueur qui va sortir du lot, mais en tout cas il y a un gros collectif et puis ça enchaîne, c'est bien. Donc voilà, je vais retenir les Toulonnais moi. Les Toulonnais qui sont donc leaders de la poule D avec 13 points, 12 points pour Glasgow, deuxième, donc Glasgow, bien qu'ils ont battu 30-29 il y a de ça un mois, c'était le 15 décembre, et là donc aujourd'hui la victoire face aux Harlequins de Marcus Smith. C'est vrai que Toulon, David Gérard, Toulon est au rendez-vous en top 14 et Toulon est au rendez-vous en Champions Cup. Toulon, rappelle-toi, on avait discuté, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était une autre année. Oui, c'était une autre année, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà en Coupe d'Europe aussi, ils ont eu quand même des années un peu noires en Coupe d'Europe où ils avaient du mal même à gagner un match. Là aujourd'hui, Toulon s'est armé et surtout Pierre Mignoni, vous avez qu'à regarder la structure de l'équipe qu'il met à tous les matchs, c'est la meilleure équipe aussi. Hein. Il met la meilleure équipe qu'il a sur tous les matchs. Et donc nous, les Français, dès qu'on aligne les meilleures équipes avec les meilleurs joueurs, de suite les résultats ils viennent avec, hein, puisque Toulon cette année ça va pas être marrant à jouer, vraiment. Ah non, effectivement, non mais malgré la blessure, on le rappelle de Charles Olivon, rupture des ligaments croisés. Et messieurs, la sortie sur blessure en première mi-temps de Kyle Sinclair à l'avant-bras. On va voir ce que ça donne, mais c'est pas un bon signe non plus. C'est vrai qu'il faisait un très très bon début de saison, Kyle Sinclair. Danny Priso a encore été très très bon aujourd'hui. C'est un drôle de joueur, hein, Danny Priso. Sera-t-il dans la liste des 42, Danny Priso, David Gérard ? Parce que bon, écoute, moi je les trouve très bons. Il navigue un peu. Moi je le mettrais tout de suite, hein, mais bon. Moi je le trouve très bon. En mêlée fermée, il est dominant. On peut pas lui reprocher sa mêlée. À un moment donné, on lui reprochait sa mêlée à Priso. On disait que dans le jeu, il avait du tempérament, il était solide, il se déplaçait. Aujourd'hui, qui peut dire que Priso est fébrile en mêlée ? Moi, en tout cas, je le dirais pas. Hein, parce que je le trouve très dominant, en tout cas, depuis le début de l'année. Et je pense qu'il mériterait. Mais tu es la première ligne de Toulon, parce que Bobigny aussi, il mériterait aussi. Je le trouve très très bon. Non, c'est vrai, Teddy Bobigny, donc qui n'a pas joué aujourd'hui, c'est Gianmarco Lucchesi qui était aligné, qui a d'ailleurs marqué un essai, Gianmarco Lucchesi. Est-ce que je voulais revenir un tout petit peu quand même sur l'Union Bordeaux-Bègles, mettre 69 points en Champions Cup, ça arrive pas tous les jours quand même, Philippe, avec tiens un petit Louis Bielbiarrec que tu connais bien. Ouais, qu'on connaît bien à Grenoble. Il a été formé effectivement au FCG et avant au RC Cessin. On rappelle le FCG, le centre de formation de l'UBB. C'est ça, tout à fait. Je dis ça rigolant, bien sûr. Fournisseur officiel de jeunes talents, effectivement, j'irai même plus loin, moi, pour le FCG, avec tous les joueurs qu'on peut former. Ouais, Capozzo, Régis Montagne, voilà, Étienne Fourcade, Gazzotti, ils sont passés les meilleurs, bref, Gazzotti, etc. On pourrait avoir une belle équipe encore plus belle que celle qu'on a actuellement. Mais pour revenir sur l'UBB, l'UBB c'est une machine aussi, hein. C'est fort partout. Ouais. C'est les trois quarts de l'équipe de France. C'est un jeu huilé, collectif. Je vois pas grand monde pouvoir les embêter et ils le prouvent, hein, en allant mettre quasiment 70 points, avec Exeter, chapeau quoi, vraiment une belle équipe. Bon. Après Exeter, c'est au fond du saut. Alors, messieurs, aussi, hein, c'est plus de 160 points pris depuis le début de la compétition en 3 matchs. Et puis pour avoir revu le match, parce que j'avais pas bien pu le voir hier, je l'ai revu ce matin. Exeter, je suis désolé, ça joue même pas le top 6 en Pro D2. Non, vraiment. T'étais dur quand même. Non, arrête Alexandre, arrête. C'est d'une faiblesse. Bordeaux a quand même eu du déchet technique en seconde période notamment, et ils ont fait le choix délibéré de ce qu'ils font depuis plusieurs semaines. Grosse défense, on est létal en contre et on y arrive. Et ils arrivent à leur en coller 70 sans faire grand chose. Exeter fait plus de 200 passes. Et franchement, le niveau affiché, à aucun moment on sent les Bordelais-Béglés en danger. À aucun moment on sent l'équipe d'Exeter. Exeter qui marque 3 essais. Il y en a un sur interception, un parce qu'il y a un plaquage manqué, enfin un rebond un peu bizarre, et un troisième essai. Franchement, il n'y a rien.
Il n'y a rien de la part des Anglais, mais c'est aussi toutes ces discussions autour des formats qu'on a de cette compétition et du nombre d'équipes anglaises qui sont qualifiées parmi ces 24 équipes. Il y a 10 clubs anglais en première division anglaise, il y en a 8 qui sont en Champions Cup, ce qui pour moi est un gros problème. David Girard, Exeter, évidemment c'est très décevant. Ben écoute, c'est très décevant et j'en parlais pas plus tard qu'à midi d'Exeter, puisque j'ai l'ancien entraîneur de la défense d'Exeter avec moi, là, Omar Mouneim. Il doit leur manquer. Et ben en fait, il m'a un peu expliqué ce qui se passait là-bas, et c'est vrai que c'est pas évident de voir le niveau qu'a Exeter là, sachant comment je les ai joués à Lyon il y a 4 ans, ils défonçaient tout le monde. Il y a 4 ans. Sauf qu'en 4 ans, tu t'aperçois qu'un club peut passer de très haut à très bas si jamais ils travaillent pas, ils recrutent pas bien, si jamais ils se trompent sur certains changements dans leur staff, ce qui a été le cas. Et à l'arrivée, aujourd'hui, ils payent des pots cassés. Ouais, et l'Union Bordeaux-Bègles, en tout cas, s'en est bien amusé. 69 points inscrits sur la pelouse de Sandy Park, c'est hallucinant. L'Union Bordeaux-Bègles, qui pour l'instant, donc, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est pas la seule équipe désormais à être en perfection? Oui, 15 points. Ouais. Puisque 15 sur 15, c'est la seule équipe. Puisque sur les autres premiers de poule, Northampton est à 11 points, Toulon est à 13 points et le Leinster est à 13 points aussi. Ouais, Toulouse 14. Ouais, mais du coup, il leur suffirait quasiment d'une victoire pour être assuré d'être dans les deux. Ah bah, je pense que ça va le faire. Parce qu'il y a combien d'équipes à 14 points? Ah mais oui, mais il n'y a que Toulouse à 14 points, non? En fait, le seul danger pour l'UBB, c'est Toulouse dans sa propre poule. Dans la même poule. Mais avec une simple victoire à 4 points, si l'UBB finit premier de poule, l'UBB finit premier général de cette phase régulière de Champions Cup. Ouais, mais il faut finir finir premier de poule. En fait, il faut avoir une meilleure différence que Toulouse. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est le souci. Ouais. Ouais, il y aura bataille entre les 2 meilleurs clubs français, les 2 meilleurs clubs de cette Champions Cup pour le moment. Tiens, parlons un petit peu du Stade Toulousain. Victoire donc hier 20-8, pas de bonus offensif pour le club du Gomola. Hugo Mola, justement, tiens, on va l'écouter parce que lui, il a parlé de l'Union Bordeaux-Bègles. Il a souligné la supériorité du club girondin. On l'écoute. La réalité aussi, c'est qu'il faut gagner les matchs et à commencer par se donner la possibilité de jouer un 8e. Donc, je sais bien que il y a une forme de volonté d'annoncer le Stade Toulousain comme étant ultra dominant. Ben, écoutez, c'est pas le Stade Toulousain qui est ultra dominant, c'est Bordeaux et à juste titre, et ils sont premiers de poule, donc bravo à eux et à nous d'essayer d'accrocher le wagon et le rythme que met Bordeaux. Ouais, ce rythme-là de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est vrai que du coup, le rythme il est un peu moins tenu par le Stade Toulousain qui s'est tout de même imposé en Afrique du Sud, ce qui est toujours une très bonne performance, mais pas de bonus offensif. Alors, quelles sont les causes de ce match, on va dire, un petit peu terne, un petit peu moyen, avec pas mal d'erreurs techniques de la part des Toulousains? Premier élément de réponse avec Antoine Dupont, il évoque justement des conditions compliquées. Il y a déjà eu cette semaine en hommage à Mehdi Nargissi, avec d'ailleurs beaucoup de membres de la délégation toulousaine qui étaient en Afrique du Sud, et puis aussi des conditions météo particulières. On l'écoute. Bien sûr que ça a joué, ça a été très dur physiquement, dû aux conditions. Dès le début du match, je pense qu'on avait fait beaucoup de fautes de main aussi dues à cette transpiration, à cette humidité dans l'air. Le ballon était vraiment glissant et ça nous a pas permis de marquer quand on avait des moments de domination. Et du coup, après, on n'a jamais finalement pris le large au score et ça leur a permis de rester au contact, et au final on n'a jamais pu mettre notre jeu en place comme on le voulait. C'était très compliqué, mais bon, on a quand même gagné. Il faut arriver à se satisfaire de ça. Ouais, est-ce que le Stade Toulousain peut se satisfaire de cette victoire 20-8 sans bonus offensif aux Sharks, David Girard? Non, je pense que déjà une victoire en Afrique du Sud, il faut toujours la prendre telle qu'elle, hein. Même si bien sûr Toulouse avait la capacité de prendre 5 points. Il faut se rappeler que c'était les Sharks, c'est pas n'importe qui non plus. Même si ça n'a pas été un grand match, il y avait quand même de l'opposition. Je pense que la charge mentale était très forte. De mémoire, il y a très peu d'équipes qui, après une charge mentale de ce genre, qui arrivent vraiment à performer derrière. Il y a toujours, tu vois, le moment où c'est un peu plus dur et c'est humain. Donc, des fois, il faut savoir se satisfaire d'une victoire à l'extérieur, même si c'est Toulouse. En face, c'était les Sharks. Et comme j'ai dit, il y avait 7-8 internationaux, 7-8 Springboks en face. Donc, même si c'était un match moyen. Très fort, hein, attention. Je trouve qu'il faut savoir savourer des fois, même s'il n'y a pas le bonus. Et c'est quelque chose que tu partages toi aussi, Philippe, ou pas?
Effectivement, il faut savoir s'en satisfaire. Et puis avec tous les éléments dont on a parlé, le côté des conditions climatiques, Antoine Dupont vient de le dire, c'était compliqué. Jouer sous 30 degrés, le voyage, et puis bon, cette charge émotionnelle aussi qui a été rappelée. Effectivement, d'aller gagner 20-8 en étant quand même une équipe qui a dominé. Les Toulousains ont dominé sur ce match. Ils ne sont pas fait peur. Enfin, moi, j'ai pas eu peur pour eux, en tout cas sur la rencontre, malgré la grande qualité de l'équipe sud-africaine en face et puis de tous les joueurs internationaux, comme l'a rappelé David. Donc je pense que oui, c'est à prendre, c'est même bien à prendre. Après, c'est vrai que le point de bonus qui manque pour le moment, est-ce que ça va avoir des conséquences plus importantes pour la suite? On verra, mais en tout cas, c'est une victoire et une belle victoire. Et on rappelle, être dans les 2 meilleures équipes des 24 équipes durant la phase de poule, c'est important puisque ça permet de recevoir jusqu'en demi-finale inclus en cas de qualification à chaque fois, ce qui est une autoroute vers la finale de Champions Cup. Philippe, est-ce que tu as vu le La Rochelle Leinster? Alors j'ai vu La Rochelle Leinster et je suis encore fatigué du match. Pourtant j'ai pas joué. On va en parler justement dans un instant avec Jean-Pierre Elissalde. Alors ça tombe bien parce que moi aussi il nous a fallu un petit quart d'heure là, voilà, pour faire redescendre toute l'intensité qu'il y a eu du côté de Marcel de Flandre, et on va décortiquer ce match dans le détail avec des statistiques, avec les moments clés de cette partie, les joueurs qui ont performé, ceux qui sont passés à côté, et puis on fera un point aussi sur les potentielles blessures pour l'équipe de France parce qu'il y en a peut-être dans les rangs rochelais. On se retrouve dans un instant. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h pour revenir sur les performances des clubs français dans cette Champions Cup, et on va aller en détail sur ce match entre La Rochelle et le Leinster. Défaite des Maritimes 14-16 face à quasiment l'équipe d'Irlande en face du côté de Marcel de Flandre. On est avec Philippe de Grenoble, notre auditeur. On est avec David Girard, avec Clément Combe, avec Quentin Cabinès, Quentin Fredon, et on accueille sur Sud Radio Jean-Pierre Elissalde. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à tout le monde, belle année à chacun. Bonsoir. Merci beaucoup Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a de la déception après cette défaite étriquée de La Rochelle face au Leinster? Oui, bien sûr, surtout que les balles de match, c'est nous qui les avons eues. Enfin, je dis c'est nous exactement. C'est le Stade Rochelais qui les a eues. Bon, excusez-moi de ma capacité. Oh, tu peux dire nous. Ah non, tu peux dire nous, Jean-Pierre, quand même. Alors, il y a les Français, alors. Voilà. Et oui, bien sûr. Après, moi, la plus grande frustration que j'ai, en fait, c'est les Irlandais, quoi. C'est l'équipe d'Irlande qui est là en face. Et c'était très bon, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors moi, je suis étonné. Hein. Ma réflexion globale, c'est on a regardé les Sud-Africains hier avec les Toulouse. On voit les Irlandais aujourd'hui. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre novembre, à part décembre, entre novembre et janvier? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Voilà. Bon, bref, je suis déçu pour La Rochelle. Ils se sont bien battus. C'était une équipe vieillissante, je le disais il y a une semaine. Elle s'est rajeunie par les blessures. Mais en fait, c'était une vraie équipe, et c'est ça qui est l'essentiel. C'était une vraie équipe. Voilà. Bravo. Et concernant le Leinster, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait maintenant pas mal de matchs, et notamment j'ai en souvenir la réception de Clermont, donc c'était à Dublin, c'était quand même pas non plus une grande équipe du Leinster. Qu'est-ce qui te déçoit? C'est la production, les idées, les choix? Les idées. Écoute, tu revois le début de match, première action, ils ont l'occasion d'avoir le ballon 2 fois, ils vont en touche 2 fois avec le ballon. Un coup c'est le pilier, je crois, sur l'angle, et après c'est l'ailier qui prend le ballon, qui met le pied sur la ligne. Non, déjà. Si tu remarques la fin du match sur une pénalité à 60e, 65e, Astoy trouve le poteau, il suffit de faire un marque sur un poteau, quoi. Je suis en honneur, je vais voir des matchs d'honneur, ils savent ça. Tu fais un marque sous les poteaux, puis tu prends pas 3 points plus tard. Et la dernière pénalité qui tape sur la pub, là, je sais pas comment ça s'appelle, les boucliers, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et ben c'est pareil, quoi, incapable de conserver le ballon. Donc, si c'est ça l'équipe d'Irlande que j'ai vu en novembre, quand même, avec des matchs de qualité, et je reviens au même titre que l'Afrique du Sud, bah, je suis étonné, quoi. Ce petit ouvreur qui a loupé, alors il a réussi tous ses coups de pied, mais il a loupé complètement son match, quoi. Contré 2 fois, des passes au chevaux, des passes arrêtées, des jeux arrêtés. Non, c'était, quand on voit la qualité du match sur le Queen Toulon, par exemple, avant, ça n'avait rien à voir, quoi. Les Rochelais trop diminués, perdent les 2 billets, je me dis aïe, c'est fini, le match est fini.
Eh ben même pas. Ils ont tenu le coup, je crois qu'ils ont même arraché une ou deux pénalités sur mêlée. La touche irlandaise faible aussi. Alors c'est vrai que Jégou est un très bon contreur, sans doute un des meilleurs contreurs avec Abadi de Toulon, mais bref, je suis très déçu par les Irlandais. Et satisfait pour les Rochelais parce qu'ils ont pris un point, il fallait le prendre. C'est peut-être pas suffisant. Mais une vraie équipe, quoi. Ils se sont battus avec leurs moyens du jour. Ils ont essayé derrière, marquant un très bel essai. Non, c'était un bon Rochelet par rapport à, on va dire, ces 2 dernières semaines. Et justement, David Gérard, oui. En reflet de ce que dit Jean-Pierre Lissol, que je partage vraiment, est-ce que ce qu'on voit du Leinster là est inquiétant pour l'Irlande dans le tournoi destination? Est-ce qu'il y a une espèce de vase communicant? Écoute, je vais être très direct. Pour moi, ils ne se sont pas remis du départ de Sexton, déjà. Je trouve que l'équipe joue de moins en moins bien, tout comme l'Irlande. Que ce soit le Leinster ou l'Irlande? Les deux. Pour moi, depuis que Sexton n'est plus là, ils ont des fragilités qui n'apparaissaient pas avant. Même si le jeune Pendergast est un garçon de grande qualité, aujourd'hui il reste jeune. Sexton, c'était le patron, et je pense que ce patron, il leur manque cruellement. Et ça se voit. Tu sais, ils ont commencé à perdre des matchs dans leur ligue, alors qu'avant, ils n'étaient pas coutumiers du fait. Ils finissaient invaincus chaque année, ils massacraient tout le monde. Qui jouaient avec l'équipe 1, l'équipe 2, ils arrivaient à garder une continuité. Là, tu sens qu'il se passe des choses, tu vois. Il se passe des choses, il y a des fragilités qui apparaissent. Et c'est vrai que je rejoins Jean-Pierre. Aujourd'hui, oui, je suis déçu du Leinster parce que, je suis déçu, non. Ils ont gagné à La Rochelle quand même. Mais je suis déçu du niveau de jeu qu'ils ont par rapport à la qualité des joueurs. Mais comme je te le dis, moi, depuis qu'il n'y a plus Sexton, j'ai l'impression qu'ils ont perdu 20% de niveau. Tu vois, il s'est passé quelque chose. Ils ont du mal à le remplacer. Et justement, une équipe du Leinster un peu moins forte, une équipe de La Rochelle quand même un peu plus intéressante que ces dernières semaines, et pourtant il y a tout de même défaite. Comment expliquer cette défaite? Est-ce que c'est du simple fait du manque d'efficacité au pied aujourd'hui d'Antoine Astoy, Jean-Pierre Lissalde? Non, parce que aussi on raté les coups de pied. Un petit retour, parce que moi je suis un vieux monsieur, mais la tactique ça s'oublie pas. Ils ont une pénalité à 76e minute, à 5 mètres de la touche, aux 45 mètres. Tu crois pas qu'ils peuvent pas taper en touche avec la touche qu'ils ont et garder le jeu pour tout ça pour prendre plus 5 éventuellement, quoi. Moi, je suis très surpris de cette faiblesse. Alors, non seulement, c'est là où tu reviens à Sexton, je peux te dire que lui, il aurait tapé en touche. Hein. Et même s'il avait mis fait un 100% avant. Voilà, donc oui, j'ai été déçu. Je suis satisfait du Stade Rochelet. Les jeunes sont arrivés, le petit Kadouri, le petit pilier gauche, première mêlée, il prend un coup franc, deuxième mêlée pour une pénalité. Et bien après, il s'accrochait. Jégou a encore été, pour moi, encore le meilleur Rochelet. Non, c'était un La Rochelle un peu rajeuni par la force des choses, mais qui a été une véritable équipe. Voilà, une véritable équipe avec un bon sens près de chez vous. Après, les pénalités, passe ou elles passent pas, mais ils les ont tenté cette année sur ce match-là. C'était un bon La Rochelle quand même. Il y a des situations où Noël a franchi de nombreuses fois. Leeds a fait un match quasi parfait. J'ai vu Astoy, bon c'est vrai, mais c'est un bon match, il a trouvé après ses adversaires, ils défendent comme les Sud-Africains, un adversaire très haute, les Leinster, et cette passe au pied est magnifique, il en rate une autre, mais c'était le jeu, quoi, c'était le jeu. Bref, tout ça pour vous dire que le Stade Rochelet, si je regarde que le Stade Rochelet, il peut s'en vouloir d'avoir perdu quand on touche un poteau et puis que lorsqu'on a une grotte qui est contrée à 20 mètres face au poteau, on peut en vouloir au jeu, mais pas s'en vouloir. Il ne faut pas qu'il s'en veuille, quoi. C'était vraiment un très bon Stade Rochelet, en sachant quand même que je pense déjà, vous savez, quand on est entraîneur ou ancien entraîneur, on pense toujours au match d'après. Et là, à Trévis, ça va pas être facile parce que tu joues la qualif, quoi. Tu joues la qualif à Cardiff, à Trévise, et ça sera pas facile. Je vais regarder jouer, je peux te dire que c'est pas mal. Voilà, un bon Stade Rochelet, les jeunes qui en veulent, allez, espoir, faut que ça bouge. Je te dis, tiens, je fais un pari que Gégou sera capitaine de l'équipe dans les 3 mois qui viennent. David, Alex a rajouté, ils perdent quand même les 2 piliers de l'équipe de France rapidement aussi. Hein. Tout à fait. Et oui, et Winnie Antonio qui est sorti touché au genou. On a vu Reda Wardy, c'était à la main, c'est ça, Clément? Ouais, c'était poignet, je crois. Poignet, ouais, pour Reda Wardy. Et il y a eu quoi d'autre? Il y a eu d'autres sorties. Hein.
Il y a Cancorier effectivement qui est sorti touché. Je me demande si UJ Setoni n'est pas sorti aussi un peu touché. Enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de casses dans les rangs rochelais et dans les rangs de l'équipe de France aussi. Par définition, les deux piliers étaient annoncés dans cette liste des 42 a priori, David. Ouais, ça fait du lourd quand même. Et si jamais La Rochelle contre Leinster joue avec la même envie et détermination que contre le Stade Toulousain, ils prennent 30 points. Mais aujourd'hui, c'était pas le même La Rochelle, parce qu'en fait, je pense que les garçons ont compris, je pense qu'ils ont mangé leur pain noir, je pense qu'ils ont digéré peut-être aussi cette victoire tirée par les cheveux face aux jeunes Toulousains. Et je rejoins Jean-Pierre sur le fait que La Rochelle fait pas un si mauvais match que ça, parce que c'est quand même le Leinster en face, tu vois. Bien sûr qu'on aurait aimé qu'il gagne, mais après ça se joue à un poteau, ça se joue à deux poteaux, ça se joue à des blessures, ça se joue à des détails. C'est ça, deux poteaux, un drop contré et ça fait des dégâts. T'es ressorti du match lessivé, toi, Philippe de Grenoble. Pourquoi ? J'ai été fatigué parce qu'on a vu cet après-midi deux oppositions de style, en fait, un peu à l'image de ce qui a été dit précédemment. Une équipe du Leinster qui a aucune imagination, malgré toute la qualité des joueurs qui étaient sur le terrain, qui a beaucoup défendu, qui est physique, qui est chiante sur les rucks, qui a ralenti des ballons et qui est pragmatique. Ils ont eu une occasion, ils ont marqué. Et puis en face, on a eu des Rochelais qui ont tout fait pour essayer de produire du jeu. Un Noël qui a fait des crochets, un Leeds qui marque un essai sur un exploit, mais c'est rugby aussi ça, avec cette passe au pied. Ils ont essayé les Rochelais, ils n'ont pas réussi malheureusement parce qu'en face il y avait une grosse opposition. Mais c'était tellement, pour moi fatigant sur le terrain. Je pense que les mecs là, ils vont avoir des courbatures. Il y a une épidémie de grippe en ce moment, mais ça va pas être que la grippe là, ça va être des courbatures parce que c'était dur, mais j'ai trouvé que c'était dur à l'impact des deux côtés. Et puis ça s'est joué, on l'a dit, à pas grand chose, d'où un résultat qui est serré et une équipe de La Rochelle qui, pour moi, comme vient de le dire David, effectivement, finalement a monté le cran, a monté son curseur, c'est-à-dire par rapport à la semaine dernière et au match contre Toulouse. Donc c'est plutôt positif malgré la défaite. Je vais essayer de positiver. Et les garçons, il manquait Skelton aussi. Hein. Oui. Et ça s'est senti, hein, je suis d'accord. Hein. Si tu mets Wardy, Antonio, Skelton tout le match, je veux pas m'avancer, mais c'est pas le même match. En début de match, David, tu as raison. En début de match, Antonio a fait des différences, Wardy aussi, et effectivement, un Skelton par-dessus aurait bien aidé. Ouais. Jean-Pierre Lissalde, t'as vécu le match au stade ou t'étais au Vieux Crampon dans ta brasserie très proche du stade? Non, je suis devant ma télé parce qu'on voit beaucoup mieux. Je ne vais pas faire de la pub. Moi, j'ai les billets de place, les billets, mais c'est vrai qu'on voit mieux dans la télé. On entend tout, les commentaires des arbitres, c'est parfait. Et puis bon, quant aux supporters de Grenoble, forcément, c'est un match haché. Ils voient que des matchs à 30 points ou 40 points avec des trucs. Alors forcément, qu'ils jouent, il n'est pas habitué. C'est vrai que c'est juste ça joue. Hein. C'est vrai que c'est beau à avoir joué. C'est le Toulouse de la Pro D2. C'est un plaisir. Voilà. Bon, bref, c'était un petit clin d'œil. Oui, bien sûr que je suis devant la télé, c'est beaucoup plus simple, plus moins froid en plus. Et donc, je regarde en même temps d'ailleurs Mars contre Clermont et 14-0. Et donc, mais faut vous dire que oui, on est bien devant la télé, je pense, franchement, pour voir ces matchs, et puis on les voit tous. On les voit tous. Ça fait que j'en suis à ma 18e heure de télé du week-end. Donc, je suis en plein. Pire que nous, Jean-Pierre. Attention. Est-ce qu'on peut voir tous les matchs au Vieux Crampon ou il y a quand même des heures pour encadrer tout ça? Ah non, mais on peut les voir tous puisqu'on a, je vais pas faire de pub, mais on a les. Monsieur, tu peux. C'est un magnifique endroit qui est dédié au rugby. C'est un très très bel endroit. C'est les Vieux Crampons. Voilà, c'est bien ça. Non mais. Tu vois, on va revenir avec le Stade. Je pense que le Stade va faire un match, va avoir un match très difficile à préciser. Comme tu dis, je pense pas qu'Antonio joue. Wardy, c'est les côtes. Hein. Je pense pas que ce soit le poignet. Je pense que c'est les côtes. Et quand on joue pilier, voire deuxième ligne, quand t'as les côtes qui flottent, c'est pas bon signe. Voilà. Donc Paverne est toujours blessé. C'est le jeune qui a un espoir Rochelet qui a plein de qualité. Tout ça pour te dire que rien n'est fait. Rien n'est fait parce que je regarde Basse encore là. Et ils vont prendre le bonus. 14-0 effectivement. Ça va être très 14-7 maintenant. J'espère. Et donc ils vont prendre le bonus. Tu te dis, tu vas jouer sa dernière journée et puis gagner à Trévise.
eh bien, ça sera pas facile, hein, les Italiens ont des qualités. Mais le fait de truc, je voudrais qu'on réponde à mes questions, qui est encore un peu plus David que moi dans le circuit. Comment peut-on être si performant en novembre et si triste en janvier? C'est pas la gâte de Noël quand même. Regarde ces Sud-Africains qu'on fait, je crois, un carton plein au mois de novembre. Et puis ils arrivent, on aurait dit les vieux, quoi. Je comprends. J'avoue, j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Ouais, ça. Tu sais, ça peut être des histoires de préparation physique, des histoires de trous à un moment donné. Tu sais, aujourd'hui, il y a très peu d'équipes qui arrivent à garder une stabilité dans les performances sur l'année entière. Hormis si elle a un effectif pléthorique. Tu vois, en France, par exemple, je pense que personne n'est à l'abri d'avoir des trous à un moment donné au niveau de la forme, excepté peut-être le Stade, parce qu'ils ont un effectif pléthorique et qu'il y a tellement de pression pour jouer que ils ratent rarement leur match en fait. Ils peuvent être battus par meilleurs sur le jour J, mais ils gardent quand même une certaine qualité et équilibre. Le reste des clubs français, ils ont tendance à alterner, tu vois. Et c'est vrai que là, les Sudaf, ils sont un petit peu à l'image de ça. Mais c'est vrai que moi, j'étais quand même assez déçu par rapport aux joueurs qui avaient aligné, le contenu et surtout physiquement. Les Sudaf sont connus pour être quand même des brutes épaisses, des mecs qui physiquement sont prêts, affûtés, qui se déplacent énormément et tout. Et c'est vrai que là, sur le match, je les sentais les clubs sud-africains, David, c'est pas compliqué. Un quatrième de la poule A, les Sharks. Voilà. C'est pas top. Dans la poule C, les Bulls sont derniers, 0 points. Voilà. Moins 70 en goal average. Et puis dans la poule D, les Stormers 4e. Donc à partir de là, c'est pas bon du tout quand même. Après, il y a un truc qui me gonfle aussi, c'est qu'en Coupe d'Europe, ils envoient l'équipe B à l'extérieur, très souvent. Oui. Et ça, je ne le comprends pas. Alors qu'ils devraient prioriser ça, parce que c'est là où vraiment... j'ai l'impression Ben Etzebeth a tapé du poing sur la table en disant je pense que l'Afrique du Sud ne comprend pas le prestige de la Champions Cup. Il l'a dit. Non, regarde, tu as vu les Bulls qui sont venus jouer contre Castres, des enfants, des minots, ils ont envoyé... Et tant mieux pour Castres, hein, mais je trouve ça dommage. Après, on ne peut pas nous dire, nous, Français, vous faites chier, les matchs internationaux, vous envoyez l'équipe B. Si en Coupe d'Europe, tout le monde se met à envoyer l'équipe B à l'extérieur, parce qu'il y a un voyage, tu t'en sors plus, quoi. Tu t'en sors plus. Oui. C'est toute la complexité de cette Champions Cup. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous et mille merci Jean-Pierre Elissalde d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Très belle soirée. Donc la vision de Basse-Clermont, 14-7 à la 17e minute. 15e minute, 14-7. Enfin, moi je suis peut-être en retard. Et je merci de remuer les mélanges un peu de temps en temps, ça fait du bien aux vieux. Hein, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci à Philippe. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour En haut de l'affiche. Le juge ce soir, c'est David Gérard. À tout de suite.